Le terrain du jeu vidéo m'intéresse beaucoup plus en fait. Le fait que des gens dépensent tous les mois des dizaines d'euros pour progresser dans un jeu, etc., m'intéresse beaucoup plus en termes d'opportunités commerciales et en termes de cadre dans lequel j'ai de la liberté pour faire les choses. Je me dis j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir proposer une expérience qui soit à la fois satisfaisante et en même temps assez raisonnable. Oui, aujourd'hui, nous recevons Constantin Garot, qui est le directeur innovation du PMU. Alors, le PMU, c'est célébrissime, c'est même le leader européen du pari hippique. Une entreprise démarrée en 1930. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une institution. Alors, en France, on connaît tous le tiercé, le quintet. Et justement, on va parler de la prochaine collection de NFT que le PMU s'apprête à lancer. On va en parler avec Constantin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'évolution de cette industrie du jeu. Surtout ce jeu, ce pari qui est ancré depuis des décennies dans l'inconscient collectif, même dans les habitudes des Français et des Européens en général. Constantin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est sympa. Voilà. Bonjour à tous les deux. Très sympa d'accueillir. C'est gentil. Constantin, l'idée ici, c'est vraiment que nos auditeurs comprennent quel a été le point de rupture où vous vous êtes posé et vous vous êtes posé des questions en vous disant, tiens, au fond, on doit aller chercher de nouveaux parieurs, de nouveaux joueurs. On y va comment ? Qui sont nos clients aujourd'hui ? Qui seront nos clients demain ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne question à se poser, c'est qui seront nos clients dans 5 ans ? Et donc, quel a été le cheminement, en fait, pour finalement se diriger vers un projet aussi complet, NFT, Metaverse ? Voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'évolution de votre industrie du jeu. Alors, je peux vous raconter l'histoire. Ça a démarré il y a un peu plus d'1 an. Ça a démarré dans des petits groupes de travail dans lesquels on a mélangé des anciens du PMU avec les derniers arrivés. Donc, en gros, les stagiaires de 3e, etc. On a essayé d'hybrider un peu tout ça et on a réfléchi sur 4 sujets. Le premier, c'était c'est quoi le futur du pari ? En fait, c'est quoi les nouveaux paris qui pourraient exister ? Ensuite, on s'est posé la question, c'est quoi le futur du jeu ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres modalités de jeu autour de notre univers de course de chevaux et qui pourraient plaire à certains joueurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les grosses évolutions technologiques ? Et est-ce qu'il y a dans ces évolutions des choses qu'on pourrait utiliser ? Et donc voilà, parmi les projets, moi j'en avais construit un autour d'un double constat qui était de dire, il y a Sorare, en fait, ce que fait Sorare dans l'univers du foot et nous interpelle. Ça, c'était le premier point, qui était de dire, c'est des modalités de jeu, c'est pas du pari, ça y ressemble quand même sur certains aspects. Ça joue sur cette corde-là, en tout cas. Et il y avait un deuxième axe qui était plutôt Axie Infinity, qui était de dire, il y a des nouvelles modalités de jeu dans lesquelles des gars sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des petites bébêtes et se les faire se reproduire. Et puis, en fait, la technologie NFT et le fait de garantir l'unicité de ces petites bébêtes, au-delà de l'aspect simplement financier, en fait, on sentait qu'il y avait l'attachement, la volonté de les collectionner, de trouver les bons, etc. Et donc là, le constat était de se dire, mais en fait, nos joueurs actuels, ils font ça, en fait. Et potentiellement, est-ce que nous, on peut pas utiliser cette dimension-là pour aller raconter notre histoire à des gens à qui on n'a pas l'habitude de parler. Il faut rappeler que autant les gens peut-être ont entendu parler de Sorare, qui est un jeu online, un jeu de football. Enfin maintenant il y a même du basket, je crois, ou du baseball. Je crois qu'ils sont élargis à d'autres jeux. En fait, on a... Ouais, c'est ça. On a des joueurs virtuels, mais dont les compétences, dont les performances dans la vie réelle comptent dans le jeu. C'est-à-dire qu'on obtient plus de points. Exactement. Et je pense qu'on retrouve ça. Alors oui, tu as parlé d'Axie Infinity aussi, qui a lancé le concept du plus on joue et plus on gagne de tokens. Donc ça a incité les gens à acheter effectivement les bébêtes, c'est les Axie Infinity. On constitue une équipe, on manipule un jeu, on rentre dans le jeu, on gagne, etc. Et donc oui, les chevaux pour ton jeu de NFT seront aussi adossés à la vie réelle. C'est-à-dire que la performance du cheval dans la course hippique en vrai, dans la vraie vie, va influencer le jeu virtuel. Exactement. C'est-à-dire que donc nous on a deux contraintes, deux exigences. La première, c'est le lien avec le réel. C'est-à-dire que il y a plein de projets qui sont lancés par ailleurs de NFT qui utilisent des chevaux virtuels. Et nous, ce qu'on se dit, c'est en fait on a un certain patrimoine, on a des actifs qui sont les vrais chevaux, les vraies courses sur lesquelles nos clients actuels parient toute la journée. Et il faut qu'on soit capable d'utiliser cet actif. C'est notre élément de différenciation. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est il faut que l'expérience de jeu soit satisfaisante. Et donc quand un cheval, par exemple, il va courir toutes les 3-4 semaines, qu'est-ce qu'on fait entre-temps, quoi ? C'est-à-dire comment est-ce que j'introduis justement des mécaniques de jeu qui soient plus engageantes et comment je ne me cantonne pas, entre guillemets, à la réalité. Donc moi, j'aime bien l'idée de dire, en fait, on va hybrider le réel, on va augmenter le réel. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un joueur qui a un cheval qui est pas bon, parce que ça existe, en fait, il y a des chevaux, ils sont pas bons, en fait, ils courent moins vite que les autres. Comment on fait pour que le jeu soit quand même amusant ? Est-ce qu'on peut mettre en place des mécaniques de jeu qui permettent à quelqu'un qui est pas bon d'avoir une chance de gagner ?
même si son cheval n'a aucune chance de gagner. En fait, comment est-ce que je crée ça en fait? Et dans, donc, ce cas-là, dans ce cas-là, tu crées quoi? Notre exigence. Dans ces cas-là, tu peux utiliser des mécaniques de jeu vidéo. Si je prends un exemple, moi j'aime bien cet exemple-là qui est celui du Uno, quoi. C'est-à-dire que le Uno, je peux faire plus 4 en fait. Et donc mon cheval, il est toujours 5e. À chaque fois, je suis au pied du podium. Bon, là, je vais actionner une carte qui fait que mon cheval, dans la vraie vie, il sera jamais premier en fait. Mais en revanche, moi, mes gains en tant que joueur vont être ceux de 5e plus 4, quoi. Donc j'ai gagné des places, j'ai fait les bonnes décisions parce que j'ai compris que mon cheval, il arrivait 5e, et donc de cette façon-là, je m'y retrouve bien. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'augmenter l'expérience de jeu et de valoriser le fait que toi, en tant que joueur, tu as pris la bonne décision. Mais est-ce qu'on peut rétro-pédaler en arrière? Vas-y. Tu as parlé des points de vente. Donc moi, je ne suis pas du tout joueuse, donc je ne connais pas du tout cette industrie. Mais donc, quand tu parles des points de vente, c'est quoi les points de vente? Les points de vente, c'est clairement pas la cible. Mais nous, notre activité actuelle, donc le PMU, c'est peut-être intéressant d'ailleurs que je vous dise quelques mots sur oui, tout à fait. Le PMU. C'est un GIE, c'est-à-dire c'est un groupement qui appartient aux sociétés qui organisent les courses et qui distribue le pari dans des points de vente. Les points de vente, c'est en général des bars, hein, c'est-à-dire que okay. Moi, mes parents habitent à côté de la campagne, à la campagne, dans le village, il y a un bar PMU, quoi. Et donc dans le bar PMU, il y a des gens qui jouent. Historiquement, c'est ce modèle de distribution qui est le modèle dominant, c'est-à-dire que la plupart de nos clients, ils parient en point de vente. Ensuite, il y a eu le développement depuis quelques années du pari en ligne, donc c'est-à-dire que les gens peuvent parier sur les courses directement depuis chez eux ou sur leur téléphone. En revanche, ce qu'on a constaté, nous, en tant qu'entreprise, c'est qu'on avait du mal à rajeunir notre clientèle. Donc, c'est-à-dire qu'on a une clientèle qui est très fidèle, qui est très engagée, mais on sent qu'il y a une génération, les 18-35 ans, on a du mal à leur parler, en fait. Et la conviction qu'on a, quoi, moi, celle que j'ai depuis le début, c'est de dire, c'est normal, en fait, notre produit actuel, il est très complexe. C'est un produit, en fait, pour rentrer dans le pari et sur les courses de chevaux, en fait, il faut avoir beaucoup de connaissances. Et c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut y passer beaucoup de temps. Et en fait, cette génération dont on parle, en fait, elle a peu de temps. Elle est très passionnée d'un certain nombre de sujets, mais elle peut pas consacrer des journées entières à essayer de comprendre sur les cours de chevaux. En tout cas, si elle le fait, elle va plutôt le faire sur le pari sportif, elle va plutôt le faire sur le jeu vidéo. Et donc, notre positionnement, il a été de dire, ok, très bien, ça sert à rien de faire rentrer des carrés dans des ronds. Il faut juste qu'on raconte l'histoire différemment, en fait. Et l'histoire, elle est assez simple, c'est de dire, tu possèdes un cheval, qui est un cheval digital, et ce cheval, il est lié à un cheval qui existe dans la réalité. Et donc, en fait, déjà, tu as un actif, tu as un lien avec le réel qui est assez fort, et ensuite, tu vas avoir une expérience de jeu qui... si t'es bon, que tu prends les bonnes décisions et que t'as un peu de chance, en fait, il y a de bonnes chances que tu gagnes. Oui, mais donc ça veut dire que c'est quand même un jeu, c'est pas comme le loto. Je me dis, aujourd'hui j'ai 5 balles. Oui, c'est pas le fait du hasard. Donc je dois avoir de la connaissance. Mais le fait que ça soit un NFT lié, adossé à un réel cheval, je dois quand même avoir de la connaissance. Ou ça devient un jeu de hasard. Alors en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est donc le premier point, c'est que c'est pas du pari. C'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on veut pas rentrer dans la catégorie de nos activités de jeu actuel, parce qu'en fait on sait très bien que si on fait ça, on va parler à nos clients existants. Donc en fait c'est un jeu à part entière qui est un jeu un peu différent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on veut prendre un parti pris qui est de dire on va démarrer avec des jeunes chevaux, c'est-à-dire des chevaux dont en fait personne ne sait s'ils vont être bons ou mauvais. C'est-à-dire que pour l'instant il y a les gens, un peu l'entourage hyper proche, mais globalement c'est des chevaux dont on ne sait pas si c'est les grands champions de demain ou à l'inverse le cheval dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pas bon, quoi. Ouais, donc ça nécessite moins de connaissances. Ça nécessite moins de connaissances. Exactement, ça nécessite beaucoup moins de connaissances. Il y a une part de chance, hein, c'est-à-dire que, quand tu discutes avec un propriétaire qui achète un cheval de course, il te dira, moi j'ai 80% de mon résultat, c'est de la chance, quoi. C'est-à-dire que j'ai senti, j'ai eu l'intuition, etc. Puis ce cheval, personne n'en voulait, je l'ai pris parce que il avait une bonne tête. Et puis en fait, après, c'est des histoires incroyables. Moi, c'est un peu la même chose en fait. Ce qu'on se dit, c'est de toute façon, à part les experts, les chevaux, ils sont pas connus. Et donc nous, notre idée, c'est de raconter cette histoire. Tu vas avoir ton cheval. Et moi, j'adorerais que tous les deux, si vous avez un cheval, dans un an, que je vienne vous voir en vous disant, je te le rachète 5 fois le prix auquel tu l'as acheté, tu me dises, hors de question, c'est mon cheval. Oui. Non, mais parce qu'il y a un univers, ce que je veux dire, c'est que... En fait, il faut qu'on arrive à créer ça. C'est ça ce que tu racontes, c'est qu'il y a un univers parce qu'il y a effectivement l'animal, donc il y a des gens qui sont passionnés par l'animal, enfin donc la relation entre l'homme et le cheval, puis il y a le jockey, et puis il y a l'éleveur, et puis il y a l'entraîneur, et puis il y a une course un peu, ça fait penser un peu à la Formule 1, où il y a tout un tas de paramètres, il faut rentrer là-dedans. Donc ce que tu dis, c'est que autant le football est un sport tellement populaire que les gens connaissent l'entraîneur, les remplaçants même, etc. Autant dans cet univers-là, c'est presque niche, enfin c'est sans jeu de mots, hein, mais
c'est un univers bien particulier où effectivement il faut rentrer dedans mais à fond parce que il y a que des passionnés dans les chevaux, dans la course hippique en général. Et en plus au départ il y a 7 ou 8 chevaux, il faut faire un ordre d'arrivée où effectivement c'est encore plus compliqué que quelle équipe va gagner dans un match de foot. Donc faut vraiment rentrer là-dedans. Donc toi tu as voulu je dirais simplifier en fait cet aspect-là en disant intéressez-vous à un cheval, il aura son double digital en fait dans le jeu et ce cheval-là, vous rentrez à ce moment-là vraiment dans l'histoire de ce cheval, quoi. Ouais, et la cible, Exactement. La cible, c'était pour aller chercher donc les 35 ou plus jeunes. Ouais, je vais vous donner les cibles. Juste, en fait, effectivement, pour nous, la star, le personnage, c'est le cheval. En fait, on n'a pas voulu raconter l'histoire autour de l'entourage du cheval, qui est important par ailleurs. Mais on se dit, en fait, le cheval, il a une force symbolique. C'est un super personnage de jeu, quoi. C'est-à-dire que le cheval, il a une vraie identité, il a une force, il a plein de choses. C'est un sportif de haut niveau, quoi. Il a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Et après, dans les cibles, en fait, on a 3 cibles. La première cible, c'est les communautés Web3, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles sont hyper engagées et que pour nous, c'est aussi un juge de paix incroyable. C'est-à-dire que si on est capable de leur parler, avec leur niveau d'exigence, les due diligence qu'ils font sur les projets, toutes les études qu'ils font pour bien comprendre, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'en a pas, la valeur ajoutée qu'on peut avoir ou celle qu'on n'a pas, etc. Enfin, pour nous, ça nous paraissait important. Et puis, par ailleurs, on voulait pas singer le travail qu'on a fait, justement, en s'immergeant dans ces communautés-là. En fait, on voulait aussi... moi, ils m'ont appris énormément de choses. Je suis au contact de plein de gens, plein de projets NFT, et je me dis, j'ai pas envie de faire un truc grand public en les ayant utilisés, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est résolument Web3. C'est vraiment un point qui est extrêmement important pour nous. Le deuxième point, c'est on voit bien qu'aux frontières de cet espace-là, il y a plutôt les gamers. Les gamers et l'univers vraiment des digital natifs, quoi, les gens qui vivent dans le digital toute la journée et qui sont des gens qui, c'est assez intéressant, moi, quand je leur montre mon site internet, quoi, le site internet PMU classique, ils me disent ça manque de profondeur. Mais là, je me dis, là, en fait, on arrive avec quelque chose, avec de la 3D, de la profondeur, on va apporter de l'immersion, on va apporter des choses comme ça qui peuvent leur parler. Et après, je suis assez convaincu aussi qu'il y a les amoureux des chevaux, en fait, et que cette communauté-là, en fait, elle se retrouve pas dans le pari parce que justement, il y a le côté un peu détaché de. Il y a le côté spéculation, enfin, il y a le côté, parier de l'argent sur une passion. En fait, je pense que dans nos clients, et c'est pas du tout, tu vois, un reproche ou négatif, mais on a des clients qui préfèrent le pari au cheval, en fait, parce que c'est le pari qui les amuse. Moi, je me dis, avec cette modalité de jeu, en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont préférer le cheval au jeu, en fait. Et c'est assez sympa, en fait, si on arrive à créer ça. Et c'est aussi pour ça que il y a plein de partis pris, tu vois. Par exemple, les chevaux, ils se ressemblent tous. Dans la vie, en fait, quand tu t'y connais, que t'es un expert, tu vas trouver la petite tache, tu vas trouver. C'est comme le gars qui a ses 12 huskies sur son traîneau, qui est capable de les reconnaître et de les appeler par son prénom. Bon, voilà, c'est un peu pareil. Et donc, on n'a pas voulu représenter les chevaux avec la photo du cheval, en fait, parce qu'on se dit, la photo du cheval, ça va parler à l'expert, mais ça parle pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a bossé avec des artistes pour créer des chevaux digitaux avec des matières, avec des couleurs, des tapis de sel, des couleurs de sel, des choses qui sont pas forcément réalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevaux en cuivre qui courent dans la vie. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que j'ai mon cheval, en fait, entre 1000 chevaux, je le reconnais, en fait, parce que il a une espèce de signature artistique qui fait que je vais le reconnaître tout de suite. En fait, je sais, moi, le mien, il est en cuivre, sa selle, son tapis de selle, il est violet, ses petits trucs sur les oreilles, ils sont jaunes, et donc je vais le retrouver de cette façon-là. Donc voilà, pour nous, le personnage, c'est important, c'est le cheval, et après, on a plein de réflexions. C'est-à-dire que le cheval, est-ce qu'à un moment, il va s'animer, est-ce qu'il va bouger, il y a plein de choses qu'on imagine. Ouais, intéressant. Ouais, parce que en termes de cible, donc le Web3, effectivement, on a vu que la cible Web3 était bien adressée. On retrouve les codes sur ton site qui s'appelle Stables, donc le jeu va s'appeler Stables, qui est écurie en anglais. Sur ton site qui s'appelle Stables, donc le jeu va s'appeler Stables, qui est écurie en anglais. Donc il y a les codes du Web3 où il faut connecter son wallet. Les avatars de l'équipe. Il y a les avatars, on va retrouver le jeu, qu'on appelle métavers. Mais mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est aussi chez PMU en interne, comment on amène ça, alors que tu disais, il y a les anciens du PMU, puis il y a les nouveaux du PMU. Donc... Oui, et entre les deux, il y a eu de la digitalisation déjà, donc il y a eu déjà la possibilité de jouer sur son téléphone, mais tu disais que c'était plus ou moins les mêmes qui jouaient sur les points de vente. Moi, j'avais aussi une autre question. Les points de vente, c'est uniquement en France ou c'est partout en Europe? Les points de vente, alors nous, on distribue exclusivement en France en points de vente, c'est-à-dire que notre clientèle B2C, c'est en France. Après, on a une très forte activité à l'international, c'est-à-dire qu'on prend des paris qui viennent des
de pays étrangers sur les courses françaises. Et puis par ailleurs, on a des parieurs qui parient sur les courses étrangères. Donc on a une activité qui est plutôt B2B. On est présent dans plus de 50 pays. Donc on a une grosse activité internationale. Et par ailleurs, c'est vrai que l'activité de paris, vous le savez, elle est hautement régulée. C'est-à-dire que le site PMU.fr, on ne peut pas y accéder si on est en Belgique ou en Suisse. Là, l'avantage aussi, c'est que notre jeu et notre ambition, c'est d'être un jeu qui soit résolument international, qu'on propose très vite des chevaux étrangers, des courses étrangères, qu'on accueille sur notre site. Notre site, on l'a lancé en anglais pour démarrer, qu'on accueille sur notre site des joueurs anglais, des joueurs du monde entier. Voilà, que ça amuse de jouer sur ce nouveau format Tiens, c'est pas que le Web3 vous ouvre à l'international, vous étiez déjà ouvert. Parce que l'idée aussi de passer sur le NFT, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de frontières sur le digital. Exactement, ça nous ouvre au B2C international. En fait. Parce que toutes les barrières juridiques, légales, réglementaires liées à l'activité de jeu d'argent sont des barrières qu'on fait sauter par ce positionnement et par ce jeu. Oui, tu parlais de... Et après, pardon, Benjamin, je rebondis sur ce que tu disais, parce que, en fait, l'essentiel de ce projet, c'est de l'interne, en fait. C'est d'arriver à montrer que ce que tu vas faire, c'est dans l'entreprise. Pas que tu fais ça déjà en opposition de ce qui existe. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que je suis pas en opposition de l'activité historique du PMU. C'est vraiment complémentaire. Et honnêtement, on essaye de bien cloisonner les choses. Et on le voit d'ailleurs dans les réactions de nos parieurs, là, depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on n'y comprend rien, c'est pas pour nous. Ça tombe très bien, en fait. C'est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est pas fait pour vous adresser vous. Et puis, en fait, si jamais c'était massivement préempté par nos clients existants, en fait, ce serait un jeu à somme nulle, quoi. Ils auraient dépensé moins d'un côté pour dépenser plus de l'autre. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment un truc de recrutement. Après, il y a un gros travail d'explication à faire. Et donc moi, j'ai trouvé ça passionnant, quoi, vraiment d'expliquer et de revenir aux fondamentaux, quoi, d'expliquer ce que c'est que la blockchain, d'expliquer ce que c'est que le fait de posséder un actif numérique, d'expliquer les crypto-monnaies, de dédramatiser beaucoup de choses. De l'expliquer à qui ? En interne, en fait. Quoi. Ouais. Moi, quand il a fallu ouvrir un compte en crypto et acheter une parcelle sur The Sandbox, ça demande un petit travail d'accompagnement et d'agilité. Et d'expliquer la comptabilité, comment on achète des Ethers, du Sand d'ailleurs, qui est la crypto-monnaie de Sandbox. Donc ça, exactement. Et au début, il y avait beaucoup de défiance, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes, en fait, sur les crypto-monnaies, c'est pas propre, la blockchain, ça consomme beaucoup trop d'électricité. Et en fait, en ayant expliqué, en ayant partagé, en ayant détaillé pourquoi on le fait, quelle est la trajectoire qu'on veut avoir, etc., en fait, ça devient un projet enthousiasmant. Et moi, je trouve ça hyper excitant de me dire, donc, le responsable de la comptabilité, c'est mon premier sponsor, quoi. Donc il est, ça y est, il est converti, il est acquis à la cause. C'est vraiment exactement. Il a son MetaMask, il a il a ses wallets, il connecte ses trucs, etc. Il est le premier observateur de projets par ailleurs concurrents, etc. Donc moi je trouve ça très enthousiasmant aussi de dire, en fait, on dédramatise, on explique à des gens qui sont vraiment pas dans cet univers-là ce que ça permet, et quand on voit leur enthousiasme une fois qu'on l'a expliqué, on se dit ok, en fait c'est une lame de fond, quoi. C'est une tendance qui est forte, c'est pas juste un fantasme de geek qui se dit qu'un jour ce sera adopté par tout le monde. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait ça part d'une réflexion qui est plutôt une réflexion business marketing, donc qui seront nos clients dans 5 ans, comment on y va, comment on va les chercher, comment on les adresse, donc c'est vraiment une réflexion stratégique. Et ce que tu nous expliques là, c'est que la mise en place, ça participe à une transformation qui impacte les verticales métiers. C'est-à-dire que ton financier, s'il comprend pas, il y va pas. Et puis j'imagine que ton département communication, s'il comprend pas, il sait pas ce qu'il doit raconter. Et donc c'est comment, à un moment donné, un projet qui est un projet de positionnement marketing et de développement de business va emporter tous tes collaborateurs, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Exactement. En fait, ça met l'entreprise au contact de sujets, d'environnement et de compétences avec lesquels elle n'était pas. Et donc, il y a un petit choc culturel qu'il faut accompagner. C'est-à-dire que, moi, je prends toujours l'exemple, le service juridique, quoi. Chez nous, on est une entreprise pour lequel c'est extrêmement important. On a des responsabilités fortes là-dessus. Il faut qu'ils y croient, en fait. Il faut qu'ils y croient et qu'ils aient envie de faire bouger les lignes avec nous. Donc ça, c'est le premier point. Et après, franchement, j'ai un peu l'impression d'avoir secoué la boule à neige, et puis il y a des flocons qui retombent dans tous les sens. Mais par exemple, nous, notre direction des ressources humaines, le fait que on travaille avec des freelances, on travaille avec des experts Web3, etc., qui sont des gens à qui rien ne fait plus peur ou pas envie qu'un CDI, par exemple. Et nous, c'est une approche qu'on a on a ce mode contractuel de collaboration. On est très content des conditions qu'on propose à nos salariés, etc. Et donc c'est aussi très intéressant de leur dire, là, il y a une génération de gens qui sont très compétents, avec lesquels il faut qu'on travaille. Eux, leur mode de collaboration, leur mode de travail, c'est des gens, ils ont un pseudo, ils mettent jamais leur caméra sur Teams, ils ont une tête de singe comme
photo de profil. Ils bossent, ils sont un jour à un endroit, le lendemain à l'autre bout, et en fait, avec un niveau d'engagement, d'investissement qui est assez dingue, etc. Et donc c'est hyper intéressant de montrer à nos équipes RH, par exemple, où bah voilà, la génération qui arrive, elle vibre pas aux mêmes choses que celle qui l'a précédée, quoi. Donc il faut qu'on entende ça, qu'on comprenne ça. Et en fait, ça fait grandir tout le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est super ce que tu racontes. Ça fait vraiment grandir l'organisation. C'est super ce que tu racontes parce que on fait un live par mois sur LinkedIn avec une boîte Web3 qui s'appelle NFTs, et chaque fois, on explique à quel point le Web3 peut impacter une verticale métier. Et la semaine prochaine, donc, on fait un live et ça parle du département RH. Et en fait, ce qui se passe souvent dans les boîtes, c'est qu'il y a des process et on ne passe pas au travers de ces process, RH ou autres, hein, mais en l'occurrence ici RH. Et en fait, le RH, c'est le cœur de la compétence de demain. C'est comment je vais chercher et comment surtout je ne les fais pas fuir, parce que parfois, tu as des process qui font fuir ces jeunes-là, ces cryptonatifs. Donc, c'est très intéressant ce que tu racontes parce qu'en fait, oui, on parle d'un double digital, d'un cheval qui va dans un métaverse, etc. Mais en fait, ça, c'est la face visible de l'iceberg. La face cachée, c'est tout, quelque part, tout le change management en interne, parce que c'est du vrai change management. C'est du vrai change management. En fait, le principal obstacle de ce projet, c'est la peur. C'est pas du tout le fait de... C'est la peur qu'on n'y arrive pas, qu'on le fasse pas bien, qu'on sache pas faire, etc. Et donc, il faut montrer qu'on sait où on va et on a une trajectoire et on déroule cette trajectoire et il n'y a pas de problème. Il faut montrer que par ailleurs, on est dans un univers qui bouge tout le temps. Quoi, moi, c'est ma directrice générale me vanne là-dessus parce que elle me dit mais toutes les semaines tu changes d'avis. Je dis non, je change pas d'avis. Je suis agile. Oui. Je suis obligé de pivoter parce que bah là il y a eu FTX, là il y a eu le merge de machin, là il y a donc en fait on est tout le temps en train de pivoter, donc ça c'est un exercice qui demande aussi beaucoup de communication pour expliquer pourquoi, et après il faut mettre les gens au contact de pourquoi on le fait en fait, et donc là moi mon arme de destruction massive c'est les stagiaires de troisième, c'est ceux qui ont 14-15 ans et qui viennent pour une semaine d'observation, avec qui je discute et à qui je montre ce qu'on est en train de faire et pour qui je sens qu'en fait tout ça parle mais c'est d'une limpidité, et donc ça me permet de dire mais en fait ce qu'on fait c'est on se prépare à parler à ces gens-là en fait, et en fait c'est notre responsabilité de le faire, d'entendre que cette communauté de gens qui sont nés dans le digital, qui saturent un peu du digital sur certains aspects par ailleurs, hein, qui ont aussi envie de le mettre à distance, donc il faut qu'on en tienne compte, mais qui ont des éléments, des habitudes de consommation, etc. On parle souvent de métavers, je sais pas trop ce que ça veut dire et j'ai du mal à me le représenter, mais ce qui est intéressant, j'ai discuté avec une des filles, justement une stagiaire de troisième. Elle disait elle avait deux façons de consommer du digital, le jeu vidéo et les réseaux sociaux. Et donc en fait, quand elle voit mon site internet institutionnel, on va dire, elle me dit bon bah voilà, moi j'arrête ici à cet endroit-là parce que ça ne me parle pas, ça n'utilise pas mon langage en fait. Elle dit bah moi en fait j'ai l'habitude d'entrer dans un espace et sur un site j'entre pas, je clique sur des trucs et puis il se passe des choses mais j'entre pas. Elle te demande ton compte Instagram, le compte Instagram du PMU, c'est ça qu'elle veut. Ouais, le compte Instagram, TikTok, tu vois, elle va me demander, mais elle va vouloir vivre quelque chose qui est très expérientiel et dans lequel elle peut interagir. En fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle va consommer le digital comme dans un jeu vidéo en fait. Ouais. Et donc il faut que j'entende ça. C'est-à-dire que si demain le web c'est Fortnite, est-ce que je fais un bar PMU? Je pense pas en fait. Je pense qu'il faut que ça m'oblige à me réinventer. Il faut que je fasse autre chose. Et qu'est-ce que j'y fais? Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est génial ce que tu dis parce que tu sais, nous on donne souvent des formations. Enfin, oui, c'est notre manière. On donne des formations en entreprise et parfois t'as des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui posent des questions, qui sont vraiment pro changement. Et puis tu as des gens qui sont réfractaires, qui ont peur, qui pensent qu'en fait on est là pour blanchir de l'argent, faire la traite des blanches, enfin, c'est horrible. Et donc vraiment ils tirent l'élastique de l'autre côté. Un des arguments, ça rejoint exactement ce que tu dis. Mais vous avez parlé à vos enfants, posez-leur des questions. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils se comportent comment? Et à un moment donné, quand tu leur parles de leurs enfants, évidemment, ils sont beaucoup plus attentifs, beaucoup moins réfractaires parce que tout d'un coup, ils se sentent concernés. Et en fait, c'est exactement ça. C'est quand à un moment donné, tu regardes ton gosse de 13 ans qui est sur sa Switch et qui te demande sa carte de crédit et que tu lui donnes parce que toi, tu es limite burn-out parce que tu bosses jusqu'à 20h ou 22h tous les jours, tu donnes ta carte de crédit, à un moment donné, tu te détaches de ça et tu te dis, mais je lui ai donné ma carte pourquoi? Qu'est-ce qu'il a acheté? Il achète un skin sur Maman, Fortnite. t'inquiète, j'ai acheté un skin. Et alors là, tout d'un coup, on est en formation et les gens disent, oh, un skin, c'est ça? Et alors là, ils ont envie de comprendre, tu vois. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est connectez-vous à ces jeunes-là.
En fait, se connecter à ces jeunes-là, par ailleurs, te permet, moi je trouve, il y a plein d'enseignements sur le digital et sur la façon dont les gens plus âgés consomment le digital. C'est-à-dire que la génération qui a précédé celle des stagiaires de troisième, elle a les mêmes usages. Alors après, elle sait moins les définir parce qu'elle a des usages plus hybrides entre ce que nous on fait et ce que les plus jeunes font. Mais il y a plein de choses qui sont pertinentes. Moi, tous les jours, je me confronte à cette génération-là pour essayer de comprendre. Mais là, il y en a qui sont payés, par exemple, leur argent de poche avec la monnaie de Roblox. Bon, en fait, cet usage-là, il est intéressant parce que ça veut dire que si tu vends rien sur cet univers-là, tu leur vendras jamais rien en fait. Donc qu'est-ce que tu vends et peut-être que tu n'as rien à vendre d'ailleurs. Il faut intégrer le fait que tu puisses rien avoir à vendre. Mais en tout cas, moi je trouve ça assez fascinant de se poser la question et de se dire, en fait, on est dans un exercice où l'objectif c'est de comprendre les générations qui vont nous suivre, la façon dont ils envisagent ce qu'on est en train de faire et tentant de constater le décalage. C'est-à-dire ce qu'on fait actuellement, cette génération-là, ça leur parle pas du tout. Tu parlais d'un équilibre. Ah pardon, je te coupe Constantin. Je serais assez curieux d'avoir une précision sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la saturation du digital. J'aimerais savoir comment tu imagines cet équilibre entre la nouvelle génération qui n'agit toujours qu'en digital, ou du moins c'est l'impression qu'on en a, et cette saturation que tu voudrais gérer en fait. Comment tu la vois cette saturation et comment on adresse ça ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est certains mouvements qu'on voit, notamment aux États-Unis. Il y a des mouvements qui s'appellent log-off, cette volonté de déconnexion des générations qui arrivent, qui disent j'en ai marre, je suis tracé tout le temps. En fait, on essaye de m'en remettre le plus possible, etc. Et je pense que nous, il faut aussi qu'on l'intègre. C'est-à-dire que est-ce que l'objectif que j'ai, c'est que tu passes ta journée sur mon jeu, ou est-ce que en fait, je crée des routines un peu différentes qui sont, en fait, j'ai envie que tu viennes sur mon jeu. Mais en fait, en 5 minutes ou 10 minutes, tu dois pouvoir avoir fait des choses qui te permettent de progresser dans le jeu, d'avancer, etc. Sans que je sois systématiquement en train d'essayer de monopoliser ton attention, ton temps, ton argent. Voilà, c'est là où je me dis, sur le pari, on a plein d'obligations qui sont liées au jeu responsable. Comment est-ce qu'on évite le fait que les gens aient un comportement erratique dans leur jeu d'argent? Je me dis, en fait, on a potentiellement des responsabilités un peu similaires dans l'univers du jeu vidéo. C'est comment est-ce que je fais en sorte que tu ne deviennes pas complètement dépendant des mécaniques de jeu. Voilà, moi, je me dis, il faut qu'on trouve un équilibre aussi. Je pense que c'est notre responsabilité, nous, de grosses boîtes, de pas faire n'importe quoi. Oui, et puis de construire les usages de demain. Parce que exactement. Vous avez une responsabilité qui est presque sociale, en fait, parce que ces générations, elles passent déjà beaucoup de temps, mais si en plus les marques se mettent dans une stratégie où l'objectif, c'est de les rendre addicts, je ne suis pas sûre que l'objectif soit bon, quoi. Non, c'est très intéressant, vraiment. Oui. Exactement. Et après, j'ai deux sujets pour vous aussi dont je voulais parler. Le lien avec le réel, c'est-à-dire que je pense que, tu vois, ton cheval, il court dans la réalité, à côté de chez toi. Mais en fait, je vais te permettre d'y aller et dans les conditions comme si tu étais le propriétaire du vrai cheval, en fait. Et donc, l'idée, c'est de te sortir aussi de l'écran et de t'emmener dans cet univers-là, qui est en plus de ça un super spectacle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça en face. Et l'autre point, c'est, on est une entreprise qui est hyper régulée. On est administré notamment par des représentants des ministères. Et moi, j'ai fait l'expérience là, que je suis allé voir, donc nos administrateurs qui représentent l'État. Et avec certains d'entre eux, je leur ai installé un wallet. Et donc, et en fait, je leur ai dit, on va le faire ensemble, vous allez comprendre la mécanique, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil. C'est-à-dire que eux, moi, j'ai reçu des messages me disant, je suis rentré chez moi et j'ai montré à mon fils que j'avais un NFT. En fait, c'est une bascule qui est aussi intéressante de se rendre compte que dans ces instances-là et dans ces institutions, en fait, ce travail, il faut qu'on le fasse aussi d'explication, de dédramatisation d'un certain nombre de choses, parce que justement, ça permet de comprendre la génération de leurs enfants, Et donc, je pense qu'ils ont autant besoin que nous. Ouais, c'est très chouette. Mais j'imagine qu'en interne, pour faire du change management, quand tu dois faire de l'évangélisation comme ça, et qu'en même temps, toi-même, tu pivotes en fonction d'une actu ou l'autre, c'est encore plus difficile, parce qu'en fait, pour faire du change management, il faut être bien ancré sur le message qu'on envoie, comment on croit à ça. Et donc, toi-même, tu es sur une plateforme instable, sur des technologies où tout bouge tellement vite. Et donc, je parle de ça parce que les auditeurs qui nous écoutent doivent comprendre. Souvent, ils viennent nous trouver en disant « Ok, on veut faire un projet NFT » et ils ne se rendent pas compte à quel point, comme tu disais, t'as ton truc, ta petite boule avec la boule de neige, et si tu la touches, c'est tout qui bouge. Je veux dire, tout est interconnecté dans un système, dans une industrie. Et si tu bouges un élément, c'est tout qui bouge. Et donc, c'est vraiment se dire « Oui, c'est pas un petit truc, un projet isolé, en mode start-up, et on y va pour être dans la
on se positionne et en fait aussi c'est parce que j'imagine que PMU, vous faites un audit, vous vous dites ok, qui sont nos clients sur 5 ans, ok voilà sur 5 ans c'est ça. Ce que vous faites aujourd'hui, vous construisez les fondations de ce que vous allez être dans 5 ans et c'est pas forcément avec un objectif business, ok on fait ça, on veut gagner ça tout de suite. C'est du positionnement et de la construction, j'imagine. Exactement. Après, moi, j'ai un parti pris là-dessus qui facilite le change management, c'est que je revendique le droit au fait qu'on va se tromper. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un plan à 5 ans que j'ai présenté à notre conseil d'administration et je leur ai dit, en fait, demain, il est faux. C'est-à-dire que je vous ai présenté quelque chose. C'est une trajectoire, en fait. C'est une trajectoire et par ailleurs, c'est hyper utile parce que ça guide un peu quand même nos pas et nos réflexions. C'est la direction. Mais depuis un an, on fait que se tromper. Mais c'est pas grave en fait. Je pense qu'on se tromperait davantage à attendre et à ne pas choisir. Donc on se trompe. C'est ce qu'on appelle le test and learn, quoi. On teste, on apprend. Et test and fail, quoi. C'est-à-dire que on se trompe, mais je pense que on apprend tellement dans la réflexion qu'on a qu'à chaque fois on avance quand même un petit peu. Et cette avancée-là, en fait, dans une organisation comme les nôtres, je pense qu'elle est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que je pense que quand je vous parlais de peur tout à l'heure, en fait, c'est la peur de se tromper. C'est pas tellement la peur de mal faire, c'est-à-dire que les gens sont compétents, ils ont envie de bien faire les choses. C'est la peur de qu'est-ce qui se passe si je me trompe. En fait, nous on avait dit en avril qu'on ferait ça, puis en mai on a dit qu'on ferait autrement, et puis en fait on est toujours debout et toujours vivant. Et après il faut que la direction le comprenne, il faut que les différents acteurs dans la gouvernance le comprennent et l'intègrent. Moi je pense qu'il y aurait rien de pire que d'avoir si on avait exécuté ce qu'on a présenté en mars, quoi. C'est-à-dire qu'on serait dans un mur. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc moi je pense que c'est hyper important, que ça fait partie du change management et moi je le revendique et je le clame régulièrement pour que les gens l'oublient pas. Ouais. Je vous dis des choses avec beaucoup d'assurance parce que je suis vraiment convaincu, mais en revanche j'exclus pas le fait que demain il y a un événement, il y a quelque chose, un facteur extérieur qui fasse que ce que je vous dis aujourd'hui soit remis en cause. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, il faut juste qu'on se le dise et que qu'on soit tous confortables avec ça. J'ai une question sur l'inclusion, la diversité. J'imagine que le secteur du pari, l'industrie du pari, c'est très masculin. Est-ce que un des sous-objectifs, c'était d'aller chercher des femmes aussi ? Ou pas? Alors, donc oui, il y a une surreprésentation des hommes, mais en fait, on a quand même une clientèle féminine assez importante. Ah ouais. Et par ailleurs assez amusante dans sa façon, quoi. Moi, je suis un peu exposé sur les réseaux sociaux et de temps en temps, je suis prise à partie par certains parieurs et certaines parieuses. Et en fait, ils ont des habitudes de jeu, ils ont des façons de parier qui sont assez amusantes parce que des leviers d'intuition, de chance, qui sont. Mais effectivement, ça fait partie des pistes. L'idée, c'est que le projet soit le plus ouvert possible. Donc, on essaye de supprimer les barrières à l'entrée. On essaye effectivement de faire en sorte que ce soit pas que un truc d'homme un peu viril c'est le meilleur. Donc voilà. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le monde, pour le coup, des amoureux du cheval, c'est à l'inverse très majoritairement féminin. Ouais. Et donc en fait, c'est aussi là où il y a quelque chose qui va sans doute pouvoir se rééquilibrer. Ah oui. Et alors j'ai une autre question. Donc j'ai lu que l'idée c'était quand même de concurrencer les paris dans le secteur du foot, puisque pendant la Coupe du Monde ont été pariés rien qu'en France 615 millions d'euros. Alors j'ai dû le relire 3 fois, je le répète, 615 millions d'euros pariés en France rien que lors de la Coupe du Monde 2022. Ça donne le vertige. Alors, est-ce que ce chiffre participe à votre réflexion ? Enfin, c'était il n'y a pas longtemps la Coupe du Monde. Hein. Alors, je dirais non, pas du tout. C'est-à-dire que notre objectif, donc par ailleurs, le PMU a une activité de paris sportif, hein, donc on a aussi cette branche-là. On a 3 branches quoi. Il y a principalement les courses de chevaux, mais après on a le poker et les paris sportifs. Mais notre objectif, il n'est pas d'aller concurrencer un segment quel qu'il soit du jeu d'argent, en fait, c'est-à-dire que et du pari, parce qu'en fait. Le pari, il répond à des ressorts qui sont quand même très particuliers de je joue, je gagne de l'argent, cet argent je le réinvestis, je regagne, etc. Donc, et on veut pas rentrer dans cette logique-là. On est plutôt en train de se dire, ça nous intrigue, hein, ça nous intrigue aussi, quoi. Moi, ça me questionne de dire c'est quand même beaucoup d'argent dépensé dans très peu de temps et en plus de ça par des populations très jeunes, etc. Je me dis juste. Ces populations qui jouent beaucoup, est-ce qu'elles jouent uniquement pour l'argent ? Est-ce qu'elles jouent pour quelque chose de très ludique et que le pari sportif leur permet de faire ? Donc il y a sans doute des ressorts sur lesquels nous on doit réfléchir, mais j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Le terrain du jeu vidéo m'intéresse beaucoup plus en fait. Le fait que des gens dépensent tous les mois des dizaines d'euros pour progresser dans un jeu, etc. m'intéresse beaucoup plus en termes d'opportunités commerciales et en termes de cadre
dans lequel j'ai de la liberté pour faire les choses. Je suis pas, quoi, voilà, je me dis j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir proposer une expérience qui soit à la fois satisfaisante et en même temps assez raisonnable. Moi, j'aime bien cette idée-là de expérience raisonnable. Ouais, je vois bien effectivement sur le gaming, la gamification finalement, c'est plus intéressant pour vous même que augmenter les paris. Ouais. J'aimerais revenir, Constantin, sur un sujet légal. Tout à l'heure dans la conversation, tu évoquais l'aspect réglementation du jeu. Et justement, en parlant de Sorare, tout le monde a vu, toi à mon avis, le premier, tu as dû voir que Sorare a été un peu embêté par la réglementation française en disant attention, ce que vous faites, c'est pas tellement du jeu, ça ressemble beaucoup à du pari d'argent, et donc on va vous réglementer, on va vous réguler. Et là, Sorare a commencé à s'inquiéter sévèrement parce qu'à ce moment-là, le jour où un jeu comme ça est régulé et devient un site de paris, alors ça change tout le marketing, ça change toute la donne. Vous avez l'habitude d'être régulé, mais je dis ça à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient lancer une collection de NFT. Dès qu'il y a un peu des notions de jeu et du NFT, donc de la crypto, alors on est sous l'œil du régulateur et on est en attente. C'est pas anodin. C'est pas anodin, quoi. On est en attente d'une classification. Vous, comment vous gérez ça et comment on peut faire du jeu un jeu ludique sans tomber sous le coup de la loi finalement? Alors donc 1000 fois d'accord. Peut-être pour compléter, nous en fait, c'est comme ça que tu nous as présenté tout à l'heure, ça qu'on est une entreprise qui a démarré en 1930. On est une institution. On peut pas être dans la zone grise en fait. C'est-à-dire que le régulateur ne nous laisserait pas le faire déjà, et ensuite ce serait complètement irresponsable de jouer sur un espèce de malentendu, confusion, zone pas claire, etc. Donc nous, il faut résolument qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de travailler beaucoup avec eux. C'est-à-dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'on était en train de faire, à expliquer pourquoi on le faisait et la trajectoire qu'on voulait avoir. Et ensuite, il y a un troisième point qui est plus un point on va dire d'industrie, qui est de se dire, en fait, ça n'empêche pas que ça ressemble beaucoup au pari sur plein d'aspects, et en même temps, ça n'en est pas complètement parce qu'il y a un actif, parce qu'il y a la détention d'un actif qui garde une valeur, et donc, ça n'empêche pas qu'il faille faire bouger aussi un peu les lignes, et nous, notre position, c'est de dire, en fait, on travaille avec le régulateur pour voir comment est-ce que le cadre peut bouger, et par ailleurs, le fait de respecter les règles et de ne pas être dans une zone grise, ça veut pas dire non plus que le jour où les choses évoluent, on bougera pas nous aussi en allant dans des espaces, pour l'instant, qu'on s'est refusé d'adresser. Donc voilà, moi je dirais, résolument, on n'essaye pas de faire semblant, on n'essaye pas de jouer avec des trucs en disant qu'on en fait mais qu'on n'en fait pas. On veut vraiment être hyper clair là-dessus, c'est ma responsabilité, vraiment. Le deuxième, c'est on parle avec le régulateur, on explique ce qu'on fait, et en fait on s'assure que là on est dans un cadre avec lequel ils sont confortables, ou en tout cas avec lequel ils sont OK pour qu'on opère de cette façon-là, puis on discute en disant comment ça pourrait bouger. Et troisième point, c'est plus il faut qu'on parle avec les autres acteurs. Donc ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a initié avec certains d'entre eux, pour dire c'est quoi le cadre dont on a besoin pour pouvoir innover, pour pouvoir proposer des choses, pour pouvoir le faire de manière qui soit sécurisée. Je comprends que ce que tu disais, c'est que là, si tu lances un projet NFT avec une perspective de play to earn ou ce type de choses-là, en fait, moi, j'y réfléchirai à deux fois. Oui, alors justement, vous discutez, donc ce que tu me confirmes que vous discutez avec le législateur, donc en fait ça s'appelle du lobbying, c'est-à-dire qu'on va voir son député, on dit il faudrait que la loi puisse bouger dans tel et tel sens, c'est ça, enfin vous êtes reçu, j'imagine aussi directement au ministère, mais justement comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'ils ont envie d'adapter la réglementation au Web3? Est-ce qu'ils ont compris le Web3? En fait, nous, on discute surtout avec le régulateur. C'est-à-dire que tu as une autorité des jeux qui régule l'activité de jeu d'argent, qui est notre autorité qui est un peu de tutelle. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est leur dire, voilà, on veut pas être dans la zone grise. Est-ce que ce projet tel que je vous le présente, est-ce que pour vous, il est dans la zone grise ou pas? Ou est-ce qu'il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse, etc. Après, ce qui est vrai, c'est que cette autorité-là, elle est là pour faire respecter un texte de loi, en fait. Et donc, elle a une lecture qui est une lecture un peu froide dans le cadre actuel, ça, tu as le droit de le faire, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Oui, mais non, mais voilà, c'est soit blanc, soit noir, justement. Okay. Et en revanche, nous, on participe aux réflexions, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions ministérielles, etc., qui ont été lancées, qui sont de dire, est-ce que le cadre actuel, le texte de loi actuel, il couvre bien les différents usages? On voit bien qu'il y a plein de trous dans la raquette, en fait, et donc il faut qu'on participe. Après, on n'est pas dans une volonté de lobbying pour une raison assez simple, c'est-à-dire que si ce qu'on fait, en fait, venait à être qualifié de jeu d'argent, en fait, on sait faire du jeu d'argent. On est organisé pour le faire, en fait. On le fait depuis 100 ans. Donc voilà. En revanche, on essaye de mettre notre contribution aussi, et de partager. Moi, je discute avec beaucoup de projets qui sont très jeunes, qui se lancent, et de leur dire,
attention en fait, c'est-à-dire que vous pouvez assumer le parti pris qui est de dire nous on veut faire du jeu d'argent, mais attention parce que c'est une activité qui est régulée, et activité régulée ça veut pas juste dire il y a quelqu'un qui surveille, ça veut dire que derrière, à l'intérieur de ton entreprise, il faut que tu sois organisé pour lutter contre la fraude et le blanchiment, pour lutter contre le jeu compulsif, et que tout ça c'est une structure, une organisation qui est pas un truc qui s'invente en claquant des doigts. Donc voilà, donc je dirais qu'on n'est pas dans une action de lobbying forte. En revanche, moi j'essaye, je suis assez convaincu, et dès qu'on me sollicite, je le fais. Dès qu'on me dit venez m'expliquer votre projet et pourquoi ça a du sens et qu'est-ce que permet de faire les technologies et pourquoi vous utilisez les NFT, vous pourriez très bien faire sans. Je suis assez convaincu que d'expliquer, de montrer, ça fait avancer un peu le schmilblick. Ouais. Est-ce que donc, pour nos auditeurs, on vous trouve vous? Ça fonctionne comment? On paye en crypto, on paye en fiat, on paye comment? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le process? Avec plaisir, playstables.io. Donc c'est là que vous trouvez toutes les infos, et donc il y a les liens vers notre Discord, vers nos réseaux sociaux. Et donc voilà, donc pour l'instant on est dans une phase de whitelisting, donc les gens s'inscrivent et ils pourront acheter, une fois que s'ils sont sur la whitelist, ils pourront acheter des chevaux quand on les mettra en vente dans quelques semaines. On n'a pas communiqué encore sur la date de sortie, on attendait aussi un peu de voir comment les choses se calment. On pourra payer bien sûr en crypto. Donc nous on a choisi la blockchain Tezos. Donc il faut un wallet qui permette d'opérer sur cette blockchain là. Il y en a plein, donc la liste est disponible sur notre site et puis vous pouvez vous connecter directement avec votre wallet. Et très vite, on pourra payer aussi, bien sûr, en euros et en fiat, comme on dit. Donc voilà, et donc l'idée pour l'instant, c'est vraiment de lancer le projet, de lancer les choses. On a plein de pistes de réflexion. On a bossé pendant 1 an comme des dingues pour imaginer des projets de jeux. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi plein par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a du Uno, il y a du Mario Kart, il y a plein d'idées qu'on a sur lesquelles on se dit ça pourrait avoir du sens d'imaginer des mécaniques qui soient un peu similaires, etc. Notre volonté, c'est de démarrer très vite le jeu, le plus vite possible. Donc, c'est-à-dire que dès le 2e trimestre 2023, on commence le jeu pour ceux qui sont propriétaires des chevaux. Et ensuite, en fait, ces idées-là et ces pistes de réflexion qu'on a, on a envie de les confronter à la communauté qu'on va constituer, en fait, de dire, voilà, nous, cette idée-là, on la trouve géniale, et vous, quoi. Et si jamais, en fait, non, elle est nulle, votre idée, très bien, on la mettra à la poubelle, ou en tout cas, on y réfléchira différemment. Notre idée, c'est de co-construire, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de dire les premiers acheteurs NFT sont les premiers investisseurs du projet et donc les premiers briques, on va dire, de quelque chose qu'on espère construire pour les 100 ans à venir, quoi. Ouais, très chouette. On mettra le lien évidemment dans la description du podcast. Ouais, c'était vraiment, vraiment passionnant de voir cette institution qui est là depuis très longtemps et qui paraissait immuable. On imagine le tiercé, c'est un peu comme tu sais, tous les Français font leur loto et le tiercé un peu dans la foulée au tabac du coin, effectivement. Ouais. Et on imagine ça comme immuable. Et là, tu nous montres que une entreprise qui existe depuis 100 ans peut aborder les 100 prochaines années en étant collée à la réalité de l'évolution digitale, en fait, et cette société digitale qui s'installe vraiment de manière permanente maintenant, elle doit aussi pouvoir permettre de jouer, de s'intéresser toujours aux chevaux, toujours au tiercé. Donc c'était vraiment une belle démarche. Et puis en interne, on a vu qu'il y a eu un combat en interne, ça aussi. Un vrai travail. Un travail, ça nous a plu, ça. Mais c'est pas un combat. On n'a jamais été en opposition. Mais en revanche, c'est beaucoup d'énergie pour faire comprendre, pour partager. Vraiment, c'est hyper enthousiasmant, en fait. C'est hyper enthousiasmant parce qu'on se dit, en fait, à la fin, et c'est d'ailleurs très amusant de voir les réactions. Donc, on a ouvert aussi la whitelist aux salariés du PMU, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de s'inscrire alors qu'ils peuvent pas parier. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que y a eu beaucoup d'enthousiasme dans les équipes, de gens que moi j'ai pas vus et en fait qui sont aussi assez fiers de ce qu'on a fait et du travail réalisé et de ce virage, de cette façon de faire. Donc moi je trouve que c'est ultra enthousiasmant et hyper. On parlait des enfin parce qu'avec Claudia on va dans les entreprises, on forme et on voit des réfractaires, hein, les gens qui ont peur. En fait, je pense on a identifié, c'est la peur du changement, la peur de ne pas se sentir apte à s'adapter, en fait. Et donc c'est pour ça souvent on voit bien qu'il y a une sorte de lutte, en fait, pour les convaincre, ou en tout cas pour leur dire non, n'ayez pas peur, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de s'y mettre, d'apprendre des concepts. Donc peut-être Constantin, oui, tu veux nous répondre là-dessus ? Ouais, moi je pense dédramatiser le changement, c'est hyper important. Ouais. Montrer combien en fait ça nous permet de nous aligner avec des gens. Encore une fois, je pense que les générations et dont je vous parlais, nos cibles prioritaires, elles n'ont pas une opinion négative de nous. C'est juste qu'on n'a rien à leur dire. Et donc là, en fait, on construit
construit, on crée et on raconte une histoire qui leur parle et qui d'ailleurs déroute ceux à qui on avait quelque chose à dire. Et donc c'est hyper intéressant, moi je trouve, de se dire, en fait, voilà, en fait, on est en train de construire une histoire, on est en train de raconter l'histoire. Et moi, ce que je trouve ultra sexy pour les équipes qui bossent dessus, c'est, en fait, depuis la nuit des temps, le jeu sur les courses de chevaux, c'est le pari. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a toujours été comme ça. Et en fait, là, on a une technologie, on a une approche, on a des projets autour de nous, des projets amis qu'on regarde, et on se dit, mais en fait, là, il y a peut-être quelque chose qui inverse un peu les modalités de jeu, et peut-être qu'on a quelque chose qui permettrait de pour une fois, raconter et créer une nouvelle façon de jouer sur un truc qui est millénaire. Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. Très chouette, très très chouette. C'était passionnant. On arrive à la fin de ce podcast, Constantin. Merci pour toutes ces infos. C'était... on a parlé évidemment de ce projet NFT, mais ce qui était intéressant dans ce podcast, c'était de se rendre compte à quel point les enjeux sont larges dans l'entreprise et sont complets, mais qu'aussi c'est le moment de se positionner pour ne pas être englouti par le temps et disparaître dans 5 ans. Parce que la fracture générationnelle, elle est là. Le timing, c'est à 5 ans, quoi. Et 5 ans, ça passe très, très vite. Donc, très chouette. On mettra toutes les infos, ton profil LinkedIn, tu es sur Twitter. Si tu es sur Twitter, on mettra aussi ton lien, tous les liens PMU, Stable, etc. Comme tout bon, comme dans le Web3, hein, on a un Twitter, et puis on a un wallet, et on a un LinkedIn, et Stables, on mettra le lien vers le site. Alors, au moment de la diffusion de ce podcast, la whitelist sera déjà ouverte. Elle est déjà ouverte, mais elle sera déjà en place. Elle est ouverte. Elle est ouverte, et après les chevaux, donc on annoncera aussi, dès que ça sort, dès qu'on va pouvoir acheter son cheval digital, on l'annoncera. Voilà. Et donc moi, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est qu'au début, on vous demandait vraiment de nous soutenir en nous mettant des étoiles et en vous abonnant sur ce podcast. Et puis on s'est dit, on va pas saouler les gens, donc on l'a plus demandé. Et en fait, on doit vraiment vous demander de nous soutenir parce que les algorithmes sont terribles. Dès qu'on lâche la pression, ils nous font descendre dans les algorithmes. Alors Apple Podcast n'est pas mon meilleur ami parce que vraiment on a besoin d'être positionné. Alors pas tellement, le nombre d'écoutes n'arrête pas d'augmenter. Malheureusement, Apple Podcast ne tient pas compte de ça. Il tient compte du nombre d'abonnements et de vos étoiles et de vos avis. Donc, si vous voulez nous aider, c'est la meilleure façon de nous aider. Constantin, dès qu'on a fini cet enregistrement, tu t'abonnes à notre podcast, tu nous mets 5 étoiles et un avis positif, vraiment. Et on vous sera vraiment reconnaissant de ça parce que c'est vrai que voilà, on n'est pas maître de ces plateformes d'écoute et votre soutien est important. Et on a toujours un site web, évidemment, qui s'appelle nftbusiness.tech, T-E-C-H, avec plein d'informations, on peut s'inscrire à la newsletter, etc. Voilà. Constantin, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était riche, dense et passionnant. Et merci. 6 mois pour faire le point. À bientôt. À bientôt. Très vite, avec grand plaisir. Merci beaucoup.